Bonjour à tous, chers amis de la littérature, dans tous les styles. La semaine dernière, j'ai parlé d'un roman que j'ai beaucoup aimé. Et je vais surenchérir, je crois, cette semaine. Mais on rentre dans la lecture jeunesse. On va revenir dans la fantaisie, dans quelque chose de beaucoup plus léger. J'avais présenté au mois de septembre le premier tome. Donc c'est une duologie qui s'intitule Rouge. Alors le premier tome, c'était Le Cercle de Gwenc'hlan. Alors si vous ne l'avez pas lu, je vous renvoie sur la première chronique, parce que là je vais parler de la montagne d'Abrana, qui est le tome 2. Et c'est souvent assez compliqué de ne pas spoiler. C'est vrai que quand on suit les tomes, si vous avez lu le tome 1, vous allez être dans la suite logique. Sinon, ce serait dommage de perdre le côté découverte des personnages. Rouge est une très très belle histoire. Alors c'est aux éditions Marathon. C'est vrai que j'aime beaucoup cette petite maison d'édition. C'est en brochet. Il fait 212 pages. Je l'ai lu en numérique, parce que je commence à avoir un petit problème de place dans ma bibliothèque. Il est sorti le 22 septembre 2022, c'est un livre qui est relativement récent et qui prend vraiment la suite du tome 1 mais avec des années qui ont passé. Dans le tome 1, la prophétie... Il y avait une prophétie qui ne s'est pas réalisée et l'harmonie n'est pas revenue depuis que le sorcier d'Arakshan a été chassé du royaume de Blanc-Gerval. Et ce sorcier a été terriblement affaibli, mais pas assez. Voilà, et il a réussi à reprendre des forces, et puis le roman s'ouvre sur une matinée qu'on pourrait qualifier d'inquiétante, d'étrange, en tout cas de pas comme les autres, au château de Blanc-Gerval. Par contre, on retrouve avec plaisir Isalice, que nous avions fait la connaissance des jeunes filles dans le premier tome, et là elle est accompagnée de Jean Snell, qui est sa doula. Voilà, ça vous met un petit peu dans l'ambiance. Elle a épousé le roi d'Arien, et elle vit au château depuis son mariage, et elle donnera naissance dans assez peu de temps à leur premier enfant. Et puis, grande surprise ce jour-là, Lalai vient lui rendre visite avec son ours. L'ours qui est Jean le Rouge. Alors, les deux sœurs, elles sont vraiment heureuses de se revoir après plusieurs années, puisque Lalai est allée étudier auprès de Raphanel, un ermite guérisseur, un magicien, et elle a beaucoup appris. Et ce jour-là, après les retrouvailles, le bonheur, la joie, Lalai, qui est une très très jeune fille, annonce au couple royal qu'elle apporte un message assez important. Et Raphanel a insisté pour que ce message soit délivré uniquement à sa sœur, et puis au roi d'Arien. Parce qu'il faut mieux éviter les oreilles indiscrètes.
On rentre tout de suite dans le roman, on rentre tout de suite dans le mystère, dans l'inquiétude, mais dans celle d'une... Ça reste léger, parce que c'est quand même un livre jeunesse. Nastorg, qui est le cadet de Raphanel, et qui demeure dans les montagnes, lui vit sur les terres de la reine Philéa, dont on n'avait pas... Là, on va en faire connaissance de cette reine dans ce tome 2. Du royaume d'Abranas aussi. Et là-haut, Nastorg, lui, il vit avec les loups et il y a de nombreux crimes qui sont commis. Et bien sûr, le loup est toujours l'animal accusé de tout. Mais Nastorg, qui connaît ces loups, sait que les animaux n'y sont pour rien et lui soupçonne les gobelins d'être responsables des troubles. Il envoie donc Lalai Lalai vient transmettre cette inquiétude, sachant qu'après le couple royal en fera ce qu'il veut, ce qu'il peut. Parce que les gobelins, normalement, ne sont pas sur le royaume. Pérus avait créé un portail. Bon, il est malheureusement mort, mais les gobelins ont été exilés sur la Lune Noire. Et apparemment, un autre homme connaît le secret de ce portail, puisqu'il l'a déjà actionné une fois. Et Raphanel et Nastorg pensent que justement Darak-Chan est de retour, qu'il a rouvert ce portail. Donc forcément, en faisant revenir les gobelins en terre d'Escalon, en attendant de prendre des forces, et il le soupçonne d'être retiré dans les montagnes d'Abranas, donc avec les gobelins, en attendant l'heure. Et comme ça reste quelque chose d'important, puisque dans le premier opus, c'était vraiment... ce sorcier avait pris une place vraiment très très importante. Il aurait dû être détruit. Mais il a été très affaibli, et c'est vrai que pendant toutes ces années, personne n'en a entendu parler. Mais que là, les crimes sont... En tout cas, pour les magiciens, semble être l'œuvre de ces gobelins. Alors on retrouve aussi les elfes et les gnomes. C'est toujours très agréable, le petit peuple. Darien, un ami fidèle, d'ailleurs, dans la personne de l'elfe Tégédor. En général, les elfes ne se mêlent pas des conflits des hommes. Tégédor est ami avec Darien et il lui explique, parce que quand Darien lui fait peur de cette inquiétude, Tégédor lui explique que l'amour pour les elfes est un sentiment qui est très universel et que chaque elfe ressent une affinité avec tous les autres. C'est un peuple qui est uni et qui n'entre pas en guerre comme ça, enfin pas en tout cas pour juste un seul. Il faut que toute la communauté soit menacée. Les gnomes, quant à eux, sont consultés régulièrement parce que ce sont de petits êtres qui sont sages, qui sont aussi amusants parce qu'ils sont toujours en train de se chamailler. Par contre, ce sont les gardiens de la connaissance. Alors, ils ont énormément de connaissances qu'ils ont accumulées. Enfin, ils écrivent l'histoire et c'est dans tous les domaines, c'est vaste. Même les elfes s'inclinent devant la culture immense de ces... Ce sont des petits bonshommes avec un chapeau pointu, voilà. Lacerte, qui est un gnome, explique les caractéristiques justement de la race des gobelins. Et il résume en disant que ce sont des êtres sans pitié. Dans cette épopée, parce que c'est vraiment une épopée, les personnages ont
des caractères qui sont marqués, qui sont attachants, qui vont nous embarquer évidemment sur les traces de ce sorcier maléfique qui est lui particulièrement détestable. C'est l'amour et l'amitié qui forment une alliance contre le mal. Alors, les gobelins revenus de leur exil sur la lune noire avec l'aide de Darakshan, c'est, je pense, très au-delà de la vengeance. Il en va de la survie des peuples, parce que leur survie est mise en péril. Les gobelins mettent leur propre peuple en péril, et c'est... là, on rentre... Dans une lecture jeunesse, d'ailleurs j'ai un peu retiré ce terme de vengeance, parce que c'est pas forcément quelque chose que je transmets dans les lectures que je partage avec les jeunes de 12 ans et plus. La vengeance, c'est pas... c'est vrai qu'évidemment, dans ces aventures où il y a la magie, beaucoup de peuples, on peut vouloir se venger de quelque chose, mais je préfère dire que de toute façon, c'est pas une question de vengeance, c'est vraiment une question de survie. Le roi Darien envoie tout d'abord une partie de son armée dans les montagnes d'Abranas pour rencontrer la reine Philéa. Et ce royaume est vraiment... on ne s'attend pas à ce qu'il y ait quelque chose de mal dans ce royaume. La plume de l'auteur dépeint le voyage avec vraiment des magnifiques paysages, des montagnes splendides, une finesse. On a l'ombre du mal qui reste omniprésente, puisque les loups sont accusés, il y a donc des battus aux loups, mais les beautés d'Abranas, je vous assure, ça laisse pas indifférent. Donc, le roi Darien rejoindra ensuite son armée, mais même la reine, c'est tout de suite une personne avec des longs cheveux noirs qui sont ornés de perles d'or, qui cascadent jusqu'au milieu de son dos. Elle est assise sur son trône, et puis les hommes de l'armée de Blanc-Gerval sont en admiration, et le royaume de la reine Philéa, je vous promets, même son peuple vous réserve vraiment bien des surprises. J'ai trouvé que c'était... j'avais envie de relire le tome 1, parce que je l'avais lu quand même il y a un certain temps. Et c'est une aventure à découvrir et à redécouvrir. Et si vous ne l'avez pas encore lu, je vous conseille de lire les deux, comme ça à la suite. Vous allez voir que l'auteur vous offre aussi une pause qui est vraiment sacrée, au paradis perdu des elfes, et il y a d'un côté cette armée qui s'en va combattre dans les montagnes, mais de l'autre côté il y a l'elfe qui va effectivement consulter son peuple en compagnie des gnomes, et c'est curieux parce qu'on évolue entre deux atmosphères. C'est une aventure qui est surprenante, qui est pleine de mystère, qui est pleine de magie, qui est aussi pleine d'espoir. Et puisqu'on parle d'harmonie, ce deuxième opus, j'ai trouvé que par rapport au cercle de Quetcran, quand on reprend la fin du tome 1,
le lien entre les deux aventures est vraiment fluide. Et pourtant, il s'est passé plusieurs années. Hein. Et Lala, qui semble encore jeune, fragile, elle est très jeune, elle se révèle et elle est vraiment... Parce que c'était une jeune fille qui avait un destin tragique au départ, mais finalement qui se relève, qui devient magique, puisqu'elle apprend la magie, elle va apprendre la magie. Elle se révèle décidée, elle se révèle réfléchie. C'est vrai que c'est un personnage qui est tellement attachant que j'ai eu beaucoup de difficultés à la laisser derrière moi quand je tournais les dernières pages, parce que on arrive, c'est vrai qu'en tant que lectrice, j'étais dans cette société matriarcale qui est présente. La reine du royaume d'Abrana, c'est vraiment... c'est la reine d'une communauté qui est très proche de la terre-mère, qui est gardienne des... Elle est presque gardienne des cérémonies qu'on peut imaginer dans les royaumes celtiques. Il y a la connaissance des plantes, des pierres, de la mer. C'est... Même si j'ai pour habitude de lire des romans qui sont adultes, qui sont beaucoup moins légers quelque part, là c'est une histoire qui est envoûtante, c'est addictif, ça fait du bien, ça mêle vos sentiments à travers les différents protagonistes, parce que il nous, par la plume de l'auteur qui est assez particulière, parce que il fait peu de pages en fin de compte, mais elle a l'art des mots et elle peut transmettre la peur, la joie et l'horreur ou l'amour. C'est très surprenant et c'est un roman à vivre. Et pour moi, c'est une lecture jeunesse qui est vraiment... Oui, je la conseille, je la recommande sans aucune hésitation, parce que j'ai laissé dans ces pages tous ceux qui m'ont entraîné dans un voyage, donc au-delà de la mer et des montagnes, et à ce jour, il me manque. Voilà. C'est une duologie, du coup on n'envisage pas qu'il y ait un troisième opus derrière, mais pourtant j'ai été tellement imprégnée dans cette lecture que j'aimerais savoir si l'harmonie reviendra, j'aimerais savoir si l'amour est au-dessus de tout, s'il y a un lien possible entre les peuples, et puis il y a les elfes, ils restent tellement secrets, tellement mystérieux. C'est un roman qui m'a rajeuni quelque part, puisque la lecture jeunesse, même pour nous les plus anciens, je crois que c'est une bonne façon déjà de trouver des lectures intéressantes pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour les jeunes qui nous entourent. Et puis, c'est une pause dans la vie. Enfin, pour moi, en tout cas, ça a été ça. Et je suis restée dans l'admiration. C'est vraiment, ça fait plaisir, et je remercie vraiment sincèrement les éditions Marathon qui m'ont permis de découvrir ce deuxième opus. Parce que je pourrais en parler des heures, mais je voudrais quand même éviter le spoil. Et alors soit je ne veux plus, je ne chronique plus les tomes 2, mais c'est vrai, non, la lecture fait du bien, la lecture vous envoûte. Ce livre, il vous repose, c'est une lecture qui n'est pas compliquée, qui fait travailler l'imagination, qui nous transporte dans un autre monde,
et on oublie notre quotidien, on oublie. Il est très bon pour le moral d'ailleurs, ce roman. Donc voilà, une lecture pour simplement se laisser porter et à inclure sur votre liste, dans votre pile à livres ou dans les cadeaux que vous ferez aux jeunes qui vous entourent. Je vous souhaite une très belle semaine et puis en attendant, je vous dis à la prochaine.